Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un rebond global, généralisé des marchés actions, notamment en Europe. Ce soir, on l'a vu, un rebond assez intense d'ailleurs, qui a été très régulier tout au long de la séance pour le CAC 40 par exemple, qui revient au contact des 6350 points avant l'échéance de demain qui sera l'échéance mensuelle du mois de mai avec l'expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur les indices notamment. L'expiration du futur mai sur le CAC 40 aura lieu demain après-midi à 16h, donc ce sera une journée technique importante. Rebond généralisé en Europe avec des indices qui reprennent entre 1 et 2% ce soir après la clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct sur le complexe crypto qui a subi la séance d'hier, une séance de chaos sur l'ensemble des cryptoactifs. On parle plutôt d'une stabilisation. On a vu le Bitcoin revenir au-delà de 40 000 $, mais pour d'autres coins, d'autres jetons, ça reste encore une situation compliquée, même si on voit une stabilisation assez globale de ce compartiment crypto. On aura l'occasion d'évoquer ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Notez également un élément intéressant du côté des nouvelles économiques américaines. On constate que les bonnes surprises économiques sont passées puisque l'indice de surprise économique mesuré par Citigroup est en train de retomber à zéro aux États-Unis. Le signe, non pas que les nouvelles ne soient pas bonnes, mais que les surprises économiques sont derrière nous désormais. C'est le signe sans doute que le marché, le consensus est un peu mieux ajusté à la réalité économique désormais aux États-Unis. Et on pourrait peut-être même voir des attentes déçues dans les prochains jours ou les prochaines semaines sur le front de l'économie américaine. On a déjà en tête les ventes au détail du mois d'avril, l'emploi également du mois d'avril. Ce sont des chiffres d'un mois certes, mais qui ont marqué quand même des déceptions importantes après les tendances observées. Là aussi, on pourra en parler avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque troisième jeudi du mois, c'est un quart d'heure qui est dédié à la finance solidaire, le financement de l'économie sociale et solidaire. Et c'est Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Une belle séance de rebond pour les indices européens avant l'échéance de demain sur les marchés. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,29% à 6343 points. Les investisseurs parisiens qui se sont tout d'abord montrés assez peu affectés par les minutes de la Fed ce matin. Minutes de la Fed qui mentionnent que plusieurs responsables de l'institution monétaire estiment qu'une forte reprise de l'activité économique aux États-Unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de la politique donc monétaire de l'institution. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et qu'elle ne sera pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire. Une inflation dont les poussées ne seraient dues qu'à des effets de base énergétique et des tensions passagères de l'offre, donc selon plusieurs responsables de la Fed toujours. Rien d'inquiétant selon eux pour le moment, même si Richard Clarida, vice-président de la Fed, a tout de même précisé hier que la Fed se tenait prête à agir en cas de poussée trop forte et trop durable de l'inflation. Les investisseurs qui ont ensuite pris connaissance de plusieurs statistiques venues des États-Unis notamment, avec tout d'abord les chiffres hebdomadaires du chômage qui reculent plus que prévu aux États-Unis à 444 000 après 473 000 la semaine précédente. Des bons chiffres du chômage qui ont contrebalancé une autre statistique au programme aujourd'hui, l'indice Philly-Fed qui fait part de son côté d'une croissance freinée de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, même si l'indice reste en zone d'expansion. Si on regarde les chiffres plus précisément, il ressort à 31,5 points au mois de mai contre 50,2 points au mois d'avril. Et en ce qui concerne l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board qui était également publié aujourd'hui pour le mois d'avril aux États-Unis, il ressort en progression de 1,6% contre 1,3% le mois précédent.
Et on note, avant de passer aux valeurs, qu'à la suite de la chute des crypto-monnaies entamée depuis une semaine et accentuée hier, le Bitcoin progresse depuis quelques heures. Il évolue actuellement au-dessus des 41 000 $. Si on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à Paris, Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt, portée par le rebond de ses activités dans le BTP ou encore dans la construction. Bouygues qui confirme d'ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et compte dégager des résultats supérieurs à ceux de 2020 sans pour autant revenir à des niveaux équivalents à ceux de 2019. Une annonce qui fait peu bouger le titre Bouygues à la clôture ce soir puisqu'il gagne qu'il gagne 0,31%. On note qu'Eurazeo annonce de son côté une progression de 4% de ses revenus au premier trimestre. Eurazeo qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Eurazeo qui gagne ce soir 0,43%. Et Elior a pour sa part communiqué ses résultats du premier semestre cette fois-ci. Un premier semestre encore pénalisé par les mesures de restriction. Le chiffre d'affaires du groupe de restauration collective s'élève à 1,84 milliard d'euros en recul de 24%, tandis que la perte nette du groupe s'élève, elle, à 53 millions d'euros, soit un peu plus de 3 fois plus qu'à la même période il y a un an. Le groupe met d'ailleurs l'accent sur les efforts mis en œuvre pour maîtriser ses coûts opérationnels. On note que Elior gagne ce soir 0,77%, mais cela ne doit pas faire oublier que le titre a perdu jusqu'à moins 5% en séance aujourd'hui. Stellantis annonce pour sa part résilier tous ses contrats de vente avec ses concessionnaires européens. Le groupe veut en effet renégocier les contrats et construire un nouveau modèle de distribution en faisant une nouvelle sélection à l'entrée. Stellantis qui gagne ce soir 2,05%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain en notant rapidement que les indices américains évoluent tous dans le vert depuis l'ouverture à l'heure où on se parle. On finit donc avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI flash pour le mois de mai en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Et côté valeur, c'est Solution 30 qui publiera son communiqué, un communiqué attendu par les investisseurs depuis la nouvelle suspension de cotation en lien toujours avec des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités nous accompagnent ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Axel Bott est avec nous, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Bienvenue à Zakaria Darwish qui nous accompagne également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Petit commentaire sur l'ambiance de marché du moment. C'est vrai qu'on sent depuis quelques semaines que... Alors les techniciens disent un marché désorienté. Je trouve que l'expression est assez parlante. Les tendances sont un peu moins claires, même si on constate que les marchés sont toujours assez, globalement en tout cas, résilients. La preuve en est avec le rebond aujourd'hui et le CAC 40 qui reste proche de ses plus hauts post-crise. Qu'est-ce qui marque selon vous la séquence de marché actuelle, Zakaria ? Désorienté, c'est un mot très bien choisi parce que quand on voit les catalyseurs qui peuvent pousser les investisseurs plutôt à être positifs ou négatifs, on voit plusieurs signaux qui sont très contradictoires. Voilà. Donc d'un côté, on a la croissance qui rebondit, d'un autre côté, on s'attend à des surprises positives. Pour certains, on les a, pour d'autres, il y a des déceptions. On a des discours de banque centrale. Donc, l'investisseur est très content que la banque centrale soit là et qu'il y ait tout ce soutien monétaire, mais il vit avec une épée de Damoclès. Quand est-ce que les banques centrales vont changer d'avis ? Est-ce qu'une bonne nouvelle, finalement, est une mauvaise nouvelle parce que ça va pousser à une revue de politique monétaire ? Donc, c'est ce qui crée cette désorientation et c'est ce qui se traduit dans le marché par une volatilité qui augmente de plus en plus, même si, comme vous le soulignez, quand on regarde la tendance à moyen terme, elle est toujours très positive. Alors quand même, dans la tendance du moment, je ne sais pas si vous faites le même constat, mais on a l'impression d'un dégonflement un peu ordonné ou séquencé d'ailleurs des bulles. On a eu la bulle des valeurs vertes qui s'est construite tout au long de 2020, qui a éclaté depuis plusieurs mois maintenant, en début d'année. Il y a eu toutes les introductions en bourse de sociétés non rentables. Là aussi, c'était les grands phénomènes de 2020. Là aussi, ces valeurs-là sont délaissées massivement depuis quelques temps. Les SPAC, c'était la
la grande mode des derniers mois. On voit que les SPAC qui sont cotés aujourd'hui ne sont pas franchement bien portants, du point de vue boursier, j'entends. Le chaos crypto hier, on pourra y revenir peut-être plus spécifiquement, mais là aussi, ça fait partie, semble-t-il, des poches d'exagération qui se dégonflent les unes après les autres. Est-ce qu'il y a une forme de séquence, d'ailleurs, selon vous, Axel, là, dans ce mouvement-là ? Oui, peut-être qu'on est allé peut-être au plus risqué en bout de chaîne avec le dernier épisode en date sur les cryptos. On sait qu'il y a forcément des poches d'exagération et le spectre de la remontée des taux est très défavorable à toute cette partie croissance ou croissance surpricée. Il y a probablement des dossiers qui vont résister et qui délivreront sur la croissance, mais de manière générale, on est en train un petit peu de dégonfler en priorité les dossiers les plus attaquables, comme les SPAC. On sait que ça pose beaucoup de problèmes d'asymétrie d'information entre les dirigeants qui peuvent être forcés de faire des acquisitions elles-mêmes très surpayées pour disons tenir leur feuille de route, quoi. Tenir c'est ça. leur feuille de route et surtout s'arroger une part du gâteau au détriment des actionnaires. Donc il y aura probablement un peu plus de sélectivité à l'avenir et je pense que c'est ce qu'on voit déjà sur les dernières semaines. Le marché action a très bien digéré une saison des résultats qui était exceptionnelle. On sait que là, forcément, ça avait du mal à baisser avec des résultats qui étaient aussi bons, 15% de surprise favorable sur le terrain en Europe, des résultats similaires aux États-Unis. Maintenant, on revient sur la saison des résultats se termine, on revient sur la thématique un peu plus macro avec ce spectre de l'inflation qui arrive et qui est néfaste à tous les actifs financiers en fait. Donc, et on retrouve par exemple l'exagération peut-être se déplace vers les matières premières qui bénéficient de cette thématique ou les taux réels qui s'effondrent pour être exposés à un actif qui est indexé sur l'inflation. Donc effectivement cet argent tourne, il y a un excédent de liquidité considérable dans le système. C'est le problème majeur, je pense, de cette absence de direction. Moi, je m'étonne aussi des différences de volatilité. Il n'y a aucune volatilité sur les synthétiques crédits, par exemple, sur les indices de CDS, qui habituellement réagissent très vite. C'est quoi, il faut expliquer ça, Axel ? C'est un contrat d'assurance qui réplique un petit peu le marché du crédit. On vous percevez un coupon en promettant de compenser le défaut, d'être compensé pour le défaut, en cas d'événement de crédit. Donc, c'est ces dérivés qui, en général, sont très réactifs à l'environnement de volatilité, ne bougent pas en ce moment. Le marché du crédit est extrêmement résilient depuis le début de l'année, alors qu'on voit des poches de volatilité un petit peu partout. Donc, on a des messages un petit peu discordants, qui sont contradictoires, dissonants. Qui sont difficiles mais en même temps, appréhender. le bruit des bulles qui se dégonflent n'enlève rien à la solidité finalement des signaux que le marché envoie sur des aspects importants de la cote. Encore une fois, on pourra dire un mot des cryptos, mais oui, le marché du crédit, c'est quand même une autre taille que le marché des cryptos. Et vous dites, ça tient très très bien pour l'instant. Il n'y a pas de stress sur ces marchés-là. Effectivement, il n'y a pas de stress. Il y a même pourtant des tailles d'émissions qui sont très conséquentes sur le marché du high yield, mais tout a l'air de se placer avec relative facilité, clairement. Oui, vous confirmez, je vois. Oui, je confirme tout à fait. Alors, sur le crédit, il y a différents facteurs. Par exemple, sur les contrats d'assurance, les dérivés de crédit, il se trouve que ce sont les types d'instruments financiers les plus liquides qu'on peut trouver dans l'univers crédit. Donc, ils peuvent s'ajuster très vite quand par exemple, on est entré dans la crise du Covid en mars 2020. Ce sont les instruments qui ont le plus vite réagi à des anticipations de défauts d'entreprises, de faillites d'entreprises. Et donc, ils sont revenus très très vite. Et du coup, ils sont sur des niveaux de valorisation qui sont en ligne avec le taux de faillite qu'on peut attendre des entreprises. Par contre, sur le marché du crédit cash, quand vous achetez une obligation, une dette d'entreprise classique, ce sont des marchés qui sont moins liquides et du coup sur lesquels l'ajustement prend du temps. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est encore les banques centrales. Parce que les banques centrales sont des acheteurs
très important sur ce segment de marché-là. Et du coup, ils viennent compresser cette prime de risque. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un peu de stress sur le marché du crédit, vous avez la Banque Centrale Européenne qui vient, qui fait, bon, ok, moi je vous achète tout ça. Il y a une grosse émission primaire, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'endetter sur le marché. Il y a la BCE en face qui fait face à cette augmentation de la demande des émissions obligataires par une augmentation de son enveloppe d'achat. Et donc, ça compresse fortement le marché du crédit. Et ce qui, pour l'instant, en fait, le rend complètement immune par rapport à ces sujets-là. Mais il est vrai que le sujet de l'inflation et le sujet des taux sont des sujets de long terme qui vont venir à un moment ou à un autre, venir impacter ce marché et du coup avoir des conséquences sur les valorisations. Bon, allons-y sur l'inflation, les banques centrales. Il y a eu le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, l'a publié hier soir, c'est la réunion de fin avril. Donc il faut se replacer dans le contexte. On n'avait pas encore le chiffre d'inflation, si je ne dis pas de bêtises, 27-28 avril. On n'avait pas non plus le chiffre de l'emploi du mois d'avril, qui a été à l'inverse de l'inflation, une surprise très, très négative. Qu'est-ce qui ressort comment vous comprenez les débats internes à la Réserve fédérale américaine et est-ce qu'on arrive au bout de la stratégie de patience ? C'était édicté par Jérôme Powell depuis plusieurs mois. Nous serons patients. Nous regarderons avant tout les résultats. Donc, il faudra des évidences cumulées pour que la Fed commence à envisager de changer de discours et puis de réduire progressivement ses achats d'actifs, ce qu'on appelle donc le tapering. Est-ce que la stratégie de patience, Zacharias, je vous repose la question, approche de ses limites ? Personnellement, je ne le pense pas. Il faut se mouiller. Oui, c'est la question, il faut se mouiller. Parce que la Fed, elle n'est pas en train de courir le 400 mètres, elle est en train de courir un marathon le chemin encore à faire est vraiment très loin. Quand on pense à cette fameuse réunion d'avril, il y a un contraste très fort entre les minutes et la conférence de presse qu'on a eue à l'époque. À la conférence de presse, Jérôme Powell a dit le sujet du tapering, il n'est pas du tout sur la table. Ouais. On n'en a pas discuté. Et là, les minutes de la Fed montrent qu'il y a potentiellement, on verra sous certaines conditions, il y a le ralentissement de rachat d'actifs, il faudra en parler un moment. Donc la Fed est en train d'avancer en baby step, vraiment en pas de bébé, pour justement préparer tout doucement cette sortie de... C'est-à-dire que la prochaine étape dans le narratif que construit Powell et ses équipes, c'est de dire on va ouvrir le débat sur le tapering. Exactement. Je pense mon sentiment, c'est qu'ils ont tiré la leçon de l'épisode Bernanke et qu'ils ne veulent pas retomber dans le même travers d'avoir à se lier les mains, finalement, avoir un crack de marché obligataire par une forte hausse des taux et qui se retrouvent à devoir se lier, à ne pas sortir d'une politique accommodante sur une durée très longue. Donc autant, il vaut mieux faire préparer une sortie qui se fera sur 1 année, sur 2 années, sur 4 années peut-être, mais qui est dictée par les indicateurs qu'ils suivent, plutôt que de subir une volatilité des taux sur le marché. Il faut repenser que là, le discours de la Fed a été de plus en plus dovish en début d'année parce qu'on a eu une très forte volatilité des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, après la victoire de Biden plus le basculement du Sénat, les taux d'intérêt, personne ne les voyait monter aussi fortement. C'était la rapidité de la montée qui a fait réagir la Fed. Et ils ne veulent pas retomber dans ce schéma-là. Donc, ils sont liés pour préparer cette sortie de politique monétaire sur une durée, sur un horizon qui est très très long. Et vous dites à ce jeu-là, ce jeu du marathon, ce jeu de la patience, la Fed imagine qu'il y a encore beaucoup plus de bénéfices que de risques. Parce que, présenté comme vous le faites, Zacharias, on se dit, oui, mais c'est évident, pourquoi est-ce qu'il se précipiterait, pourquoi est-ce qu'il serait dans l'urgence de bouger ? Parce qu'à côté de ça, il y a quand même des taux réels qui sont encore très négatifs. Oui. Et puis surtout, à part la Fed, tout le monde voit l'inflation aujourd'hui. Enfin, les investisseurs, les économistes en débattent depuis des mois. Mais maintenant, ce sont les ménages aussi. Les ménages qui commencent à anticiper, mais pas une inflation dans 2-3 mois. Une inflation sur plusieurs années qui serait à plus de 3%, je crois, quand on regarde l'enquête du Michigan auprès des ménages. Oui, tout à fait. C'est pas neutre quand même, ça. C'est entre 3 et 3,3, c'est sur les dernières observations, c'est sur 12 mois. En fait, la Fed, ce que la Fed nous dit, c'est que de façon détournée, mais ce qu'ils disent, c'est que honnêtement, l'inflation, on ne sait pas.
Les chiffres qu'on voit aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont impactés par beaucoup de facteurs qui sont temporaires. Donc on va parler des semi-conducteurs, on parle même de la disponibilité des conteneurs, on parle il y a les voitures, on parle de beaucoup de segments l'hôtellerie, les voyages, tous ces segments-là, en fait, ont une évolution qui est erratique sur ces derniers mois. Et donc, ce que la Fed dit, c'est qu'on va attendre que tous ces facteurs transitoires passent, et puis après, on va observer. Et là, est-ce que le niveau d'inflation, est-ce que l'inflation continue avec ce rythme effréné, auquel cas il faudrait qu'on fasse quelque chose, ou au contraire, ce sont des facteurs qui sont temporaires, ils sont passés, on revient sur du structurel à long terme qui est plutôt déflationniste et sur lequel, dans ce cas-là, il n'y a pas à agir tout de suite. Ouais. Oui, si c'est vraiment transitoire et que rendez-vous dans un an, pour une fois que les effets de base seront passés, effectivement, la Fed aura gagné son pari. Oui, tout à fait. Modulo, justement, et c'est pour ça qu'on rajoute ces petits détails, c'est justement pour que ces attentes d'inflation de par les ménages ne s'emballent pas trop, eh bien on précise quand même que la Fed est là et que si cet emballement prend des dimensions qui sont trop élevées, la Fed sera obligée d'agir. Bon. Et ça justifie que la Fed se refuse même encore aujourd'hui à ouvrir le débat sur le tapering. Oui. Ouais. Non, mais je comprends. Oui, parce qu'il y a eu un changement de paradigme. On part sur une inflation moyenne autour des 2%. L'inflation moyenne autour des 2%, une inflation core autour des 2%. On rajoute entre le core et l'inflation totale, les 30 points de base, ça fait 2,30. Il y a une prime à l'incertitude de l'inflation de 30 points de base, on est à 2,60. C'est ce que cotent les marchés financiers aujourd'hui à 10 ans. Les anticipations d'inflation à 10 ans. Donc pour l'instant, le contrat, il est bon. Bon. Je sais qu'il y a des débats dans le marché, y compris chez les investisseurs, chez les économistes, sur la stratégie de la Fed à ce stade. Axel, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que les bénéfices de la stratégie de patience sont encore largement supérieurs aux risques qu'une Fed trop en retard peut générer ? Ou est-ce que la balance est un peu plus équilibrée désormais ? Je pense qu'ils sont en retard et qui ne savent pas comment sortir du mouvement. Rattraper ce retard. Et je pense qu'il y a plusieurs incertitudes auxquelles ils font face qui sont en dehors du mandat. Déjà, on ne connaît pas la taille du stimulus budgétaire à venir. Il y a encore beaucoup de choses à négocier. On ne sait pas ce qui est faisable. Et si on ne connaît pas la taille du stimulus budgétaire de cette année, on ne connaît pas le déficit de l'an prochain. Et on ne connaît pas la part de ce déficit qui devra, d'une façon ou d'une autre, être absorbé par les achats d'actifs de la Fed. Donc, à mon avis, il raconte une histoire qui est totalement à côté de la plaque en termes de source de la crise, mais ils n'ont pas le choix de faire autre chose. C'est-à-dire que toutes les planètes sont alignées aujourd'hui pour qu'il y ait de l'inflation. On a 10 points de PIB d'excès d'épargne chez les ménages, on a une conso des biens qui est extrêmement forte, on aura un rattrapage sur les services à la réouverture de l'économie. On voit déjà le pricing power revenir dans l'économie de services. On a des pénuries partout. Et je ne me rappelle pas d'une période où on ait une telle unanimité dans le secteur des entreprises pour dire les composants sont difficiles à trouver, le bois de construction, c'est un exemple manifeste. Ça rajoute en ce moment $24 000 au coût de la construction d'une maison. Mais ce prix peut être passé parce que la politique monétaire est suffisamment accommodante pour qu'il y ait énormément de demandes d'investissement immobilier. Donc, toutes ces choses-là mises bout à bout font que je pense que toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait plus d'inflation et peut-être plus durablement qu'on le croit. Oui, ça ne peut pas être que transitoire. Pour moi, ça ne peut pas être que transitoire parce que dans cette crise-là, on n'a pas vu du tout le ralentissement des salaires. Quand vous regardez le salaire médian qui est calculé par la Fed d'Atlanta, donc la FOMC doit être au courant, on a à peine un début d'inflexion, on est au-delà de 3%, et c'est d'ailleurs assez uniforme dans toutes les catégories d'emploi, y compris pour les gens les moins qualifiés. Dans la crise de 2008, le salaire médian a décéléré de 4 à 1%, et ce 1%, il cache une immense majorité de gens qui étaient à zéro et qui sont restés à zéro d'augmentation pendant des années. Donc on n'a pas du tout le même schéma. Les coûts unitaires n'ont pas baissé dans cette crise. Donc on n'a pas eu suffisamment peut-être de défauts, de restructuration, de gains de productivité liés à la recomposition de l'économie. Et surtout, je pense qu'ils font une analyse erronée dans le sens où la politique monétaire ne peut stimuler que la demande
Et le problème auquel on va être confronté, c'est l'offre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'un retour rapide des gens sur le marché du travail. On a une crise qui est extrêmement structurante du point de vue de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut changer une grosse partie du capital physique de l'économie pour s'adapter à la problématique du changement climatique, au fait que le transport aérien va peut-être être déprimé pendant plusieurs années. Il y a plusieurs secteurs qui vont subir la crise. Et la Fed qui nous dit, c'est très simple, on va recréer les emplois qu'on a perdus, il en reste 8 millions. Il est très possible qu'on soit dans l'incapacité de recréer ce même nombre de jobs, ces mêmes qualités de postes, d'emploi, et qu'on soit confronté à un chômage structurel bien plus élevé que le niveau qui prévalait avant la crise, et que cette politique monétaire qui est extrêmement accommodante et qui s'est énormément assouplie au cours de l'année passée, le 5 ans réel a baissé de 150 points de base, on est à moins 2, je pense qu'il s'expose à un risque assez énorme de rater, que le Trésor ne rate une adjudication, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas suffisamment de demandes et qu'on ait des répercussions sur le marché du repo. Je pense que le seul truc intéressant dans les minutes d'hier, c'était la présentation du staff d'économistes qui précèdent le FOMC, qui évoquait l'idée de mettre une facilité de repo permanente qui serait une sorte de backstop du marché des treasuries. C'est-à-dire que quand vous avez une adjudication du Trésor, les banques sont obligées de souscrire s'il n'y a pas suffisamment de demande finale. En septembre 2019, il ne se passait rien sur le plan économique. L'inflation était un petit peu à 2, le chômage était en dessous de 4. Les brokers se sont trouvés à être massivement long de papier, à devoir le financer sur le marché de repo. On a eu des tensions colossales. Et la Fed a réouvert les vannes à hauteur de 1000 milliards. Je pense qu'on aura ça pour permettre le tapering. Mais il y a une telle incertitude sur la taille des déficits à venir qu'ils sont obligés de nous raconter quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité sous-jacente. Mais vous dites ce qui guide finalement, alors les banquiers centraux, ils ont le license to lie, ils ont le droit de nous raconter les histoires qu'ils veulent, mais en fait c'est un problème de plomberie dans ce marché des treasuries américains, c'est-à-dire que c'est indépendant des phénomènes de volatilité statistique qu'on peut observer, et c'est ça qui est assez incroyable et paradoxal, c'est le plus gros marché du monde, le plus liquide, le plus profond, tout ce qu'on veut, et pourtant c'est un marché où il y a des problèmes de plomberie régulièrement. Il y a tous les jours, vous avez 40 ou 50 milliards de titres qui ne sont pas livrés en repo. Il y a des gros problèmes de plomberie, effectivement, qui sont récurrents, avec lesquels on vit, mais surtout qui sont accentués par des tailles d'émissions qui sont très élevées et qui vont encore s'accroître. J'ai vu, le Trésor a émis, je ne sais plus, 450 milliards au T2, je crois que c'était ça à peu près les derniers chiffres, et ils vont doubler la mise au T3. Ils prévoient d'émettre plus de 850 milliards de dollars, le Trésor américain, sur le seul troisième trimestre. C'est ça. Et je pense que le timing d'ailleurs du tapering, je pense qu'il aura lieu, il est déjà écrit. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il s'assure de mettre en place peut-être les backstops nécessaires en cas d'accident. Mais pour l'instant, effectivement, la hausse des émissions a été relativement réduite parce que Yellen a tapé dans le cash du Trésor. Pour faire l'échec, on a totalement réduit le Trésor. La réserve que le Trésor a au compte de la Fed. Le compte courant, en fait, c'est du Trésor. Et donc, ça a permis de ne pas trop émettre jusqu'à présent. Mais vu les déficits sont amenés à augmenter. Et donc, on a beaucoup à émettre. Et donc, la Fed doit arbitrer entre ce qui pense être la demande disponible, notamment du point de vue des investisseurs non résidents, qui sont revenus massivement sur le marché ces derniers temps. Les ménages qui ne seront pas là, parce qu'il y a moins 2 de taux réel sur le 5 ans, je pense que ce n'est pas possible. Ils avaient été très actifs en 2018, mais on était sur des taux jusqu'à 3,25 sur le 10 ans. Là, ils ne seront probablement pas là. Donc voilà, il faut arbitrer ces flux. Et je pense que ça leur fait peur. Ouais. Et donc, ils racontent la réalité économique qui va bien avec. Mais je pense que c'est du reverse engineering, comme on dit en franglais. Ouais, je comprends, ouais. Il faut pas se méprendre. Il y a le mandat de la Fed et tout ce qu'il y a autour aussi. Bon, sur la mécanique de ce marché obligataire américain. Et c'est vrai que Axel le rappelait. Oui, c'était fin 2019 où il y avait la Fed était obligée de mettre des montants quotidiens toujours. Alors c'était absorbé en 24 heures. Voilà, effectivement. Mais c'était massif et colossal pour permettre la fluidité du fonctionnement quotidien de ces marchés. Oui, on s'est rendu compte que le plus gros des liquidités était détenu par 3 grosses banques américaines et du coup, il fallait fournir de la liquidité au marché.
effectivement, c'est un problème de tuyauterie. C'est-à-dire qu'on regarde les agrégats au global et tout nous paraît correct, mais au final, en fait, la répartition à travers les différents acteurs de marché n'est pas aussi fluide que ce que l'on pourrait penser. C'était déclenché par des paiements de taxes d'entreprises. Donc les entreprises ont dû. Il y a eu beaucoup de retraits de cash et ça s'est traduit par ce manque de liquidité sur le marché auquel la Fed a dû faire face. Oui, c'est une équation compliquée quand même pour la Réserve fédérale américaine. Je veux bien qu'on dise un petit mot de la BCE aussi au passage, qui va se réunir en juin. Dans quelle situation est-ce qu'elle est, la Banque centrale européenne ? On a le sentiment que les débats sont peut-être un peu plus explicites, plus ouverts là au sein de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, oui, ça représente l'Europe, ça ne représente pas les États unis. Ce sont des États qui ont signé un accord et sur lesquels les différences, il y a des divergences qui ont toujours été là. Pas forcément toujours les mêmes acteurs, mais voilà, il y a l'Autriche, il y a les Pays-Bas, il y a la Finlande. Il y a certains pays qui ont toujours été pour une politique monétaire, on va dire, qui est passive, c'est-à-dire qu'elle accompagne la création de la monnaie, qu'elle accompagne une tendance à long terme et qui n'est pas en fait d'activisme dans la politique monétaire, qu'on mette tout le soutien à l'économie, qu'on le mette du côté de la politique fiscale. Et d'ailleurs, dans le mandat de la BCE, le PEP, c'était un ovni. Le plan d'achat d'urgence pandémique. Pandémique, c'était un ovni parce que ce n'est pas du tout dans le mandat c'est la déformation ultime du mandat de la BCE, dans le mandat unique et seulement de l'inflation, contrairement aux États-Unis. Et donc, en fait, on a dit, il y a une crise sanitaire qui impacte l'inflation, donc il faut agir. Sachant que ce programme d'achat a plutôt aidé à la relance économique et le sujet n'était pas l'inflation. Et du coup, maintenant, on revient en fait au mandat, revient aux fondamentaux. Est-ce que l'inflation est là ? Non, elle n'est pas là. Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que le chef économiste, Philippe Lane, le rappelait, il disait, le débat aujourd'hui sur le tapering une politique fiscale, une politique monétaire qui est moins accommodante de côté de la BCE, vraiment le débat n'est pas à l'ordre du jour. Mais ça veut dire qu'il faut quand même comprendre que cette enveloppe d'urgence pandémique, là, 1850 milliards jusqu'à mars prochain, mars 2022, voilà. Cette enveloppe, elle est finie. Enfin, elle a une fin, en tout cas. Sauf à l'augmenter, il faudrait trouver le consensus pour le faire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le sens qu'on prend. Donc ça veut dire qu'il va falloir revenir à des outils déjà en place au sein de la Banque centrale européenne pour maintenir toujours ce même niveau d'accommodation si l'inflation n'est pas là. Alors là, pour le coup, on va entrer plus dans le discours, dans l'exercice de communication de la BCE. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux orienter ça en disant on vit toujours avec les impacts de la crise Covid. Ouais. On va retrouver le taux d'emploi, enfin le niveau d'emploi d'avant pandémie. On pense les retrouver courant de l'année 2023. Donc on est toujours dans cette crise pandémique. Donc on augmente cette enveloppe. Avec un risque de cicatrice important pour l'économie. Voilà. Donc elle peut le présenter comme ça. Ça peut être un autre outil. On peut revenir aux fondamentaux entre guillemets au programme d'achat initié par Mario Draghi, qui d'ailleurs entre guillemets a soutenu cette communication comme quoi la BCE doit rester ultra accommodante. Il s'est exprimé là, Mario Draghi, j'ai pas suivi ça, mais en tant que président du Conseil italien aujourd'hui, il s'est exprimé quand même sur la politique monétaire là. Il a dit que Philippe Lane et la BCE avaient raison. Voilà. Bon, après le commentaire a été fortement amplifié par les médias, mais il n'en reste pas moins que Mario Draghi. Il apporte son soutien à Philippe Lane. Il apporte son soutien. Il apporte son soutien aussi parce que il s'est lancé dans un programme fiscal important de relance structurelle en plus de réforme structurelle de l'Italie et qu'il faut bien le financer. Et donc des taux bas pour le plus longtemps, ça l'arrange très bien dans son nouveau rôle. Et donc pour la BCE, honnêtement, aujourd'hui, premier sujet, c'est l'intégration européenne. Contrat 100% rempli, c'est-à-dire que les spreads de crédit entre les différents États, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le deuxième mandat, c'est l'inflation. Non, sujet pas. On n'y est pas du tout. Même si les anticipations d'inflation sur le marché, à l'époque de Mario Draghi, on communiquait beaucoup sur les anticipations dans le marché, le taux d'inflation 5 ans dans 5 ans. Même si celui-là a fortement monté, il est autour des 1,6, ce qui est pas mal, mais
en inflation et en anticipation du core CPI, on n'y est pas encore et il y a encore besoin de dynamique pour renforcer encore ce mouvement-là. Axel, la séquence de juin, c'est 10 juin, réunion de la BCE, 15 et 16, réunion de la Fed. Ce serait anormal, impensable que la BCE ait une communication plus agressive que la Fed le 10 juin prochain. Ce serait impensable et c'est peut-être déjà la raison pour laquelle l'accélération attendue du PEP a été finalement assez modeste. Ouais. Donc ils savent qu'à peu près au rythme actuel, ils peuvent tenir jusqu'à mars 2022. C'est quoi, 20 milliards par semaine, grosso modo? Oui, c'est même un tout petit peu moins que ça. Avant la communication de Lagarde, on était sur un rythme plutôt de 14-15. Donc on a eu quelques semaines un petit peu plus, disons, actives, mais la BCE est rentrée dans le moment. Moi, je suis assez surpris, je pense, qu'ils aient autorisé la hausse des taux. Je pensais que... Oui, parce qu'au moment où ils achètent plus, les taux continuent de remonter. Au moment où ils achètent plus, les taux remontent. Et je pensais justement que cette flexibilité qui s'était donnée dans un rythme pas trop linéaire était pour maintenir le Bund à peu près là où il est. Mais on est un peu... aussi, quelque part, schizophrène à la BCE. Non seulement il y a une cacophonie assez dingue, mais on fait du QE depuis des années pour ramener les anticipations d'inflation à un niveau qu'on juge compatible avec l'objectif de stabilité des prix. Donc il faut forcément les encourager. Et donc il ne faut pas forcément réagir à la remontée des taux dès lors qu'elle est tirée par, comme c'est le cas cette année, les anticipations d'inflation. Bien sûr. Donc je pense que initialement, il y a eu un peu de désordre dans la communication de la BCE. Maintenant, on le sait, ils vont maintenir des conditions financières extrêmement accommodantes. Ça peut profiter un petit peu au crédit aussi, puisqu'ils ont été peut-être un petit peu plus actifs à la marge sur le crédit dernièrement. Donc, je pense que ça va... Quoi qu'ils disent, en fait, on s'aperçoit que le rythme d'achat est quand même assez linéaire et ils sont calés sur un rythme qui leur permet d'aller au bout. Donc je pense que ça, finalement, c'est ça aussi le compromis. Et donc quoi, mars 2022, boum, ça s'arrête ? On verra où on en est en mars 2022. Je pense que la dynamique de reprise de l'Europe est quand même très différente de celle des États-Unis. On n'a pas eu de rechute aux États-Unis, on a eu un double dip en Europe. Maintenant, on a des progrès dans la vaccination. On espère en sortir pour de bon. On va avoir ce plan européen qui va venir aussi finalement un petit peu financer cette reprise, même si c'est très étalé dans le temps et c'est plus un plan structurant de l'économie qu'autre chose. Ça va venir permettre d'asseoir la reprise. Après, voilà, les risques européens restent les mêmes. Draghi s'exprime aujourd'hui, mais le premier risque pour 2022, c'est est-ce qu'on a une crise politique italienne ? Est-ce que cette coalition, est-ce que les vieux démons reviennent ? Donc, je pense que ça reste ça le principal risque pour Draghi lui-même et pour l'Europe dans son ensemble. Bon. Avec le passage par la case élection allemande. Ce sera quand même intéressant cette année. Ce sera en septembre prochain. Il nous reste quelques minutes. Bon, le crypto chaos d'hier. Axel, gardez la parole. Je suis quand même... Moi, le premier truc déjà qui me surprend en tant que journaliste, c'est le volume de titres de presse générés par une classe d'actifs. Et je parle de la presse spécialisée. Je mets de côté même Twitter et le reste. Mais quand on regarde les médias américains, mais il n'y a plus que ça qui compte. C'est 2000 milliards de dollars. Je ne connais pas la taille précisément des autres marchés, mais c'est une goutte d'eau par rapport au marché de l'euro-dollar, au marché de crédit, même au marché actions. C'est peut-être 25-30 000 milliards le S&P 500 plus que ça de capitalisation boursière. On parle que de ça. On parle que de ça. Alors 2000 milliards, symboliquement, c'est plus que toute la monnaie physique aux États-Unis. Donc, que de cash en circulation, que de monnaie. Ça a eu peut-être cette symbolique. Oui. J'avais pas cette référence. Après, voilà, les cryptos, on ne sait pas ce que c'est. C'est une œuvre d'art, ce truc-là. On peut quasiment rien en faire. Est-ce que c'est une réserve de valeur avec une volatilité de 30% intraday ? Je pense qu'on ne peut pas
prétendent que c'est une réserve de valeur. Non, mais attendez, c'est un point important, parce que c'était un argument quand même qui est en train de se construire. L'idée de store of value, de l'or numérique, ça a été écrit, JP Morgan et d'autres. Voilà. Vous dites, ce qui s'est passé hier, ça balaye quand même cette idée d'une réserve de valeur. Je pense, et puis l'idée de l'or numérique, ça repose aussi sur l'unicité des cryptos. Or, aujourd'hui, il y en a plein. Certaines sont d'ailleurs pas limitées en taille, comme peuvent l'être le Bitcoin. Donc le Bitcoin, évidemment, concentre toute l'attention, ou l'essentiel de l'attention, mais il y a des coins comme ça qui ne sont pas, dont la rareté n'est pas organisée. Donc je suis assez dubitatif même sur cet argument. Donc voilà, le fait que Tesla revienne sur la possibilité d'acheter ses produits en Bitcoin, c'est aussi assez perturbant. On est très proche de la manipulation de marché là-dessus. Donc je me demande même comment c'est possible de laisser passer un truc comme ça. Donc il faut se rappeler aussi quelque chose d'après. Ce qui semble se dire, c'est que l'essentiel des bitcoins est dans les mains de très très peu de personnes. Oui, c'est ce que je comprends. Ça marche très concentré en fait. Et donc c'est exactement le schéma d'une chaîne de Ponzi où les derniers entrants payent celui qui a acheté avant. Donc attention, je pense que c'est un instrument de spéculation uniquement. Il y a un risque réglementaire colossal. Et je ne sais pas, peut-être que Cathie Wood aura raison et ça vaudra 500 000 $. La patronne Dark Investment, qui est la star du moment qui est très à Wall Street et qui dit 500 000. Toujours, elle a confirmé hier, dans le chaos, la séance de chaos, elle confirme qu'elle voit Bitcoin aller à 500 000. Les feuilles, c'est Bitcoin et Tesla, ça vaut mieux. mais voilà, donc je pense que effectivement, ça attire beaucoup de presse. Et ce qui s'est passé hier, ça met quand même un gros coup d'arrêt. On n'est pas prêt de revoir la bulle crypto gonflée de si vite, ou est-ce que non, en fait, je sais pas, regarde la volatilité de ce complexe, moins 30, plus 30 dans la journée, ça peut repartir demain à 60 000. Ça peut repartir dans tous les sens. Maintenant, ça deviendra de plus en plus sensible aux velléités de resserrement de la Fed. Ouais. On sait que c'est typiquement, quand on parle de retirer le bol de punch à la fin de la fête, typiquement là où la fête est la plus intense, c'est sur les cryptos. Là où la musique ça risque de taper le plus fort sur les cryptos. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement crypto? Un de plus, j'ai envie de dire, Zachary. Et puis quand même, chaque fois on en parle, chaque fois c'est un marché qui a pris une taille de plus en plus importante. Et puis surtout, alors, qui s'institutionnalise, ou en tout cas, on voit quand même toute l'ingénierie financière aux États-Unis qui crée des passerelles, puisque il n'y a pas d'ETF en tant que tel encore aujourd'hui, mais bon, il y a des futurs, on peut swapper d'un jeton à l'autre, enfin on peut utiliser tout un nombre d'instruments financiers classiques dans ce complexe crypto également. Oui, justement, c'est devenu un outil de spéculation à la portée de tous les investisseurs, dont les investisseurs retail, et du coup c'est pour ça que ça génère autant d'intérêt. Mais après, quand on regarde très concrètement, en termes de capitalisation, ça grossit, mais en termes de transactions réelles marchandes, c'est toujours 2 milliards par an. C'est rien. Et il y a 2 milliards d'achats effectifs de choses payées voilà, exactement. Par des cryptos, par le Bitcoin ou d'autres. Voilà, quand vous achetez une clé USB ou que vous achetez un ordinateur, c'est 2 milliards. Donc ce n'est rien, mais vraiment rien. Et donc c'est aussi une monnaie qui est encore en recherche de crédibilité, enfin tout ce spectre-là. Parce que la monnaie qu'on connaît, elle est backée par une banque centrale, elle est backée par nos impôts en définitive, la capacité de lever des impôts. Donc le Bitcoin, ça aurait pu marcher, enfin ça pourrait marcher si on a cette confiance qui s'installe comme on l'a dans l'or. L'or, c'est un actif qui ne rapporte rien d'un point de vue physique, ça coûte de l'argent de le stocker même, mais comme il y a cette confiance totale de tout le monde, ça marche. Et je pense que c'est cette recherche de crédibilité qui pousse le cours du prix. Et c'est l'annonce hier de la Chine de dire je mets un coup d'arrêt. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était très nouveau, si. Mais c'est la première fois. La Chine. L'explication qui m'a le plus convaincu, c'est simplement que le fait que les économies rouvrent et donc les gens sortent de chez eux et effectivement passent moins de temps à la maison sur Robinhood ou sur Coinbase pour traiter des cryptos, quoi.
Mais oui, la Chine, je suis d'accord. Non, mais la Chine, ils sont anti-Bitcoin depuis le début. La Chine veulent leur propre devise. Oui. Si, et du coup, qui leur permettrait Et pour de l'an contrôler, prochain. qui permettrait de contrôler les transactions. S'il y a une alternative qui est à côté, qui est ouverte, et ben, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle de la monnaie, qui est en l'occurrence important aujourd'hui pour eux. Donc, et je pense qu'il y a ce sujet de crédibilité qui tourne autour de la devise. Effectivement, beaucoup de volatilité, mais du coup, qui dit volatilité dit opportunité aussi. Et il n'y a pas d'effet de diffusion, de contagion. Enfin, c'est deux mondes séparés, le monde des cryptos et les actifs traditionnels. Hier, tout baissait, donc c'est vrai qu'on se dit, bon, il peut y avoir peut-être aussi des passerelles de l'un à l'autre. Moi, intuitivement, je vois deux passerelles. La première, c'est toutes les entreprises qui sont investies très concrètement dans ce domaine-là. Par exemple, les entreprises qui font du mining, ou les entreprises qui vendent du matériel. Oui, les cartes graphiques d'NVIDIA, etc. Tout à fait. Donc il y a cette première passerelle qui fait le lien avec le secteur de la tech. Et ça, c'est la première passerelle. Et puis la deuxième, c'est quand on voit que, par exemple, des entreprises annoncent qu'ils sont investisseurs de ces crypto-monnaies-là. Si ça baisse, ça veut dire que leurs actifs baissent. Et c'est pareil pour un investisseur. S'il a un portefeuille sur lequel il y a une partie qui baisse, peut-être qu'il doit devoir réduire le risque, surtout les institutionnels aux US, ce qui induirait une baisse de tous ces actifs. D'autres actifs, effectivement. Tesla a investi une micro-partie de sa trésorerie en Bitcoin et je crois que Elon Musk a dit qu'il ne vendait pas. Voilà, tout à fait. Voilà. Cathy Wood voit à 500 000 et Elon Musk dit qu'il n'a pas vendu de Bitcoin. Le Bitcoin qui est revenu au-delà de $40 000 ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter ces enjeux de marché du moment. Zakaria Darwish était avec nous en plateau ce soir, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management, et Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, et comme chaque troisième vendredi du mois, c'est Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. De l'économie sociale et solidaire, de la finance solidaire, mais vous voulez parler des cryptos pour commencer, Frédéric. On en parlait à l'instant avec les invités précédents. Évidemment, la séance chaotique d'hier a attiré votre attention également. C'est quand même incroyable ce qui se passe autour de ces crypto-monnaies. Le crack des cryptos, très bien. Moi, ce que je me dis, ma première réflexion, c'est de me dire l'argent, il est quand même difficile à gagner pour beaucoup de gens. Et quand on parle d'argent, il faut garder les pieds sur terre. Il faut savoir précisément de quoi on parle, à quoi sert l'argent, où est-ce qu'on le place, comment se fait-il qu'il y ait de l'argent comme ça qui circule sur des marchés dématérialisés, virtuels. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche, on ne comprend rien. Et vous connaissez l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Eh ben non, les actifs financiers ne peuvent pas monter indéfiniment. Donc, voilà, ça fait 1 an que les crypto-monnaies volent de record en record. Ça fait 1 an que les spéculateurs, on va le dire, ils s'amusent comme des petits fous. Il y a des économistes qui leur disent attention, la bulle, vous savez, ça existe la bulle, les bulles d'ailleurs, il y en a pas mal dans le monde en ce moment. Et un jour, elle va exploser, sauf que ça n'inquiète personne. Et puis hier, voilà. La bulle éclate. 40% de baisse. Les bulles, c'est toujours pareil. On sait, ça gonfle, on arrive à les identifier. On ne sait jamais combien de temps ça dure, mais on sait toujours comment ça se termine. Et donc hier, c'était une étape dans le crack de la bulle crypto avec une baisse de 40% quand même. Est-ce que ça se termine? Je ne sais pas. Ça va peut-être repartir. On verra bien. En tous les cas, c'est sûr qu'hier, on a le Litecoin, le Bitcoin Cash qui ont beaucoup perdu. On a le Definity l'Ether, le Dogecoin qui ont perdu à peu près 20%. On a le Bitcoin qui est lui la plus importante en quantité des crypto-monnaies, qui est la plus répandue, donc qui s'en tire un petit peu mieux avec une baisse de 7% en fin de journée, et encore aujourd'hui, vous le rappeliez à l'instant, ils sont autour de $40 000 le Bitcoin. Ils ont connu un pic à 60 000, ils sont aujourd'hui à 40 000, mais il faut quand même se rappeler où ils étaient il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 10 ans, en 2011, le Bitcoin c'était $1, et là ils sont à 40 000. Vous en connaissez beaucoup, vous, des actifs financiers qui font x 40 000 en l'espace de 10 ans? Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Sur la décennie passée, je crois que le Bitcoin n'a pas d'équivalent en termes de performance. Ça n'existe pas. Alors, votre invité précédent, j'ai bien aimé son expression, il disait c'est une œuvre d'art, le Bitcoin. Moi, je dis c'est un ovni. En fait, on ne comprend pas le Bitcoin. Et en réalité, ce qu'il faut faire, mais quand on a de l'argent, qu'on veut le placer, il faut le placer sur des produits financiers qu'on comprend.
Si on ne comprend pas, il ne faut pas y aller. Ou alors, on a le droit de prendre le risque de se brûler les ailes, mais sinon, il ne faut pas y aller. Donc cette finance globale, numérique, ultra volatile, exponentielle, qu'on ne comprend pas, il ne faut pas y aller. Vous savez qu'il n'y a même pas de green coin pour rattraper la valeur éthique d'un bitcoin. Pas encore. Oui, mais comme les œuvres d'art, vous dites qu'il faut les laisser dans les musées. Et donc, intéressons-nous à l'économie réelle et à l'économie sociale et solidaire. Si vous avez de l'argent à investir, mais faut arrêter de jouer au loto, quoi. Non. Non, mais je comprends. Non, mais si, là, parce qu'on est vraiment dans les entreprises qui mènent des actions concrètes, qui créent de l'emploi local, qui sont utiles, qui ont de l'avenir sur des métiers d'avenir, qui créent de l'emploi. Voilà, mais il faut mettre de l'argent sur l'économie réelle. Ramenez-nous les pieds sur terre, Frédéric. De quel type de projets locaux solidaires vous avez envie de nous parler ce soir ? Écoutez, ce matin, j'étais avec Fitrust, un fonds d'investissement responsable qui investit sur des projets économiques à impact positif, social ou environnemental. Et j'animais un débat avec 2 entreprises qu'ils ont en portefeuille, qui sont Lemon Tree et Les Alchimistes. Ce sont 2 entreprises de l'économie circulaire qui ne font pas que de l'économie circulaire. Ils sont même en train de révolutionner le métier, le monde de l'économie circulaire parce qu'ils innovent. C'est des entreprises qui sont assez jeunes. Alors vous avez Lemon Tree, ils ont 10 ans, ils pèsent 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont créé 75 emplois et ce qu'ils font, c'est qu'ils inventent des solutions de tri innovantes pour les entreprises du secteur tertiaire. Bien sûr, du papier, du carton, du plastique, des gobelets, mais aussi des encres. Et puis, ils ont une trentaine de produits comme ça qui savent recycler et donc ils se sont adaptés au marché tertiaire. Et puis, les alchimistes, de leur côté, ils sont un peu plus jeunes. Ils ont 5 ans. Ils ont 50 collaborateurs et leur métier, c'est de récupérer des déchets alimentaires dans les villes, de transformer ces déchets en compost et donc de refabriquer de la terre. Et Alexandre Guillouis ce matin nous expliquait à quel point c'était important pour lui de dire mais en fait on recrée de la substance de la terre, voilà, pour faire pousser la biodiversité des légumes, voilà. Bon, et ben c'est dans des boîtes comme ça qu'il faut investir parce qu'elles savent précisément ce qu'elles font et l'économie réelle, elle est là et eux, ils ont besoin d'investisseurs. Mais justement, ils ont besoin de combien ? Ils sont en levée de fonds là, les alchimistes et Lemon Tree, Frédéric ? Alors, ils sont en levée de fonds. Les alchimistes, effectivement, ils ont une levée de fonds qui est en cours auprès d'investisseurs à impact uniquement. Donc ça veut dire que les particuliers ne peuvent pas y aller. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Lemon Tree et les alchimistes, ils ont traversé la crise du Covid et ils ont beaucoup souffert. Et c'est cette histoire-là d'entrepreneurs qui nous ont raconté ce matin, qui était assez, ça nous prenait aux tripes quand même parce qu'ils nous parlent de leur activité quotidienne. Et Lemon Tree, par exemple, pendant le Covid, ils ont perdu 80% de leurs clients. Donc je vous ai expliqué l'intérêt de ce qu'ils font. Ils perdent 80% de leurs clients. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, quand toutes les entreprises se mettent en télétravail, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils continuent d'aller chercher des clients. Quand même, prospects, bien sûr. Et ils en trouvent. Mais bien sûr. Ils ont trouvé 120 clients pendant la crise du Covid. Ça leur a permis de compenser. Résultat, à la fin de l'année, ils sont quand même en croissance. Pas du tout autour de 40% comme ils le font d'habitude. Ils sont à 12% de croissance. Mais quand même, ils sont en croissance. Sur une année de crise pandémique, oui. Et les alchimistes, eux, le gros coup de bambou au moment de la fermeture, du premier confinement, c'est la fermeture des restaurants. Oui, bien sûr, parce que c'est les déchets organiques. Ils collectent les déchets alimentaires. Bien sûr, les restaurants, c'était un fournisseur considérable. Et donc, les restaurants ferment. 94% de leurs clients s'évanouissent. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cette période du Covid ? C'est la résilience des entrepreneurs sociaux et environnementaux. Ils disent, d'accord, je repositionne ma réflexion, mon marché. Ils développent la vente de compost pour les particuliers avec un peu plus d'1 an d'avance sur leur prévision. Ils avaient prévu de le faire, mais pas tout de suite. Voilà. Donc là, la crise déclenche une opportunité. Mais c'est un accélérateur. Exactement, c'est un accélérateur. Bon, même s'il y a un autre pan de leur activité qui a ralenti, mais là, ils accélèrent. Et puis, ils accélèrent également sur le compost de couches pour enfants. Il y a des chiffres absolument... Mais vous savez, tous les parents... Je suis un peu loin du sujet, là. Oui, c'est ça. Tous les parents savent combien de couches on met un enfant par jour. Et donc, vous multipliez par le nombre d'enfants et par le nombre d'années pendant lesquelles un enfant a besoin de couches. Ils sont capables de composter nos couches. Ils ont appris, ils ont inventé le métier de recyclage de couches. Et ils en font maintenant du compost. Ils ont même imaginé une marque qui s'appelle les couches fertiles
Parce que ces couches, effectivement, elles permettent de recréer du compost. Mais ça veut dire, attention, il faut être dans la logique de l'éco-conception. Au moment de la création de la couche, il faut imaginer qu'on va la composter. Sinon, ça ne marche pas bien, cette histoire-là. Donc voilà, ces couches fertiles, si vous êtes parent, vous pouvez acheter des couches fertiles. Et vous n'avez pas dit, ils ont besoin de combien, les alchimistes? Ils cherchent à lever combien, Alors, les alchimistes, ils sont en train de lever 600 000 euros. D'accord. D'accord. En réalité, je vous donne un scoop, Grégoire. D'accord. La levée de fonds, elle n'est pas ouverte. La levée de fonds, elle démarre dans 3 semaines sur une plateforme à impact qu'on n'a pas le droit de citer ce soir, parce que tout n'est pas signé, mais ils vont lever 600 000 euros pour développer leur unité de Toulouse. Alors, c'est une levée de fonds participative, d'accord, parce qu'en fait, ça répond à une logique qui est très simple. Eux, ils veulent relocaliser la production, ils veulent relocaliser les emplois, créer des emplois locaux dans la collecte et dans la logistique, et donc ils disent, puisqu'on est tellement en interaction locale et dans les circuits courts, il faut aussi, en matière de circuits courts financiers, qu'on aille chercher de l'argent auprès des particuliers, en crowdfunding, et donc auprès des citoyens, ils vont demander 600 000 euros pour financer le développement de l'unité toulousaine. Alors, et évidemment, c'est pas que... Toulouse, Alors, en fait, les alchimistes, ils ont plusieurs unités, ils en ont à peu près 8 en France, et puis ils ont une antenne à Toulouse quasiment depuis le début, depuis 4 ans maintenant, et voilà, c'est celle qui démarre. Et puis évidemment, alors cette unité de Toulouse, aujourd'hui, elle a 2 sites de traitement des déchets, ils recyclent, ou ils traitent 100 tonnes de déchets par an, mais en fait, ils sont arrivés à saturation. Ils veulent monter à 5000 tonnes, passer de 100 à 5000 d'ici 2025. Et du coup, en nombre d'emplois, ça veut dire qu'ils ont créé 7 emplois à Toulouse. Ils seront à 40 en 2025. Donc là, on a quand même un effet de levier qui est particulièrement intéressant. Et puis, si cette levée de fonds, elle marche sur Toulouse, ils vont faire la même chose à Marseille, à Lille, à Toulon. Donc, on voit l'effet cliquet, en fait, au niveau régional, au niveau des villes. Et puis, cette opération, comme je vous dis, elle va démarrer dans 3 semaines. Il y aura une soyez petite attentifs, phase... parce qu'on n'a pas encore le nom de la plateforme. On n'a pas le droit de le dire. Mais dans 3 semaines, on le saura. Dans 3 semaines, on le saura, peut-être même dans 2 semaines, on va voir. Voilà. Il y aura une petite phase de pré-collecte pour vérifier l'appétit des investisseurs. Et puis après, il y aura à peu près 1 mois de levée de fonds. Et en fait, ils espèrent avoir abouti fin juillet. Bon, on suivra ça effectivement. Voilà, peut-être des informations à suivre d'ici 15 jours maintenant sur cette levée de fonds qui s'organise pour les alchimistes afin de développer leur site de Toulouse. Bon, je sais que vous avez encore d'autres idées, Frédéric. On n'a plus le temps malheureusement, mais c'est pas grave. On en parlera le mois prochain, chaque 3e vendredi du mois. Je vous le rappelle, Frédéric Villot est avec nous pour parler d'économie sociale et solidaire, une économie qui se développe à vitesse grand V, qui a besoin de financement, et vous nous avez encore montré à travers ces exemples qu'effectivement il y avait des beaux projets à financer. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, avec nous donc dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Ainsi se termine l'émission et on se retrouve demain nous en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.